Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les syndicats, désormais légaux, structurés, s'affirment comme une force centrale. Donc la CGT, comme je vous disais, fondée en 1895, incarne le syndicalisme révolutionnaire. Sa stratégie à elle, c'est l'action directe, la grève générale, le refus des compromis parlementaires. Son mot d'ordre, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, résonne dans tous les meetings, dans toutes les brochures militantes. C'est le leitmotiv sans fin de la CGT. Les cortèges du 1er mai prennent alors de l'ampleur. La grève n'est plus seulement une protestation ponctuelle, elle devient maintenant une arme politique, un symbole d'unité et de puissance. C'est un autre pouvoir en fait qui est en train de se lever. Ces années sont marquées par de grandes grèves justement qui vont frapper l'opinion. Les mineurs du Nord, les ouvriers du bâtiment, les cheminots, c'est récent, ça aussi, le train est très récent, se mobilisent par dizaines de milliers. Certaines grèves durent des semaines, paralysent des régions entières. Le gouvernement envoie parfois l'armée, des affrontements éclatent et il y a des morts. Mais à chaque fois, ces combats laissent des traces, font progresser les idées, comme si chaque événement, chaque grève, chaque manifestation, chaque combat, sciait une partie de la branche sur laquelle tout ce petit monde est assis. Et donc, vont faire progresser toutes ces idées de justice sociale, vont élargir les consciences, ou la conscience, on va dire, d'appartenir à un mouvement collectif. Et à côté du monde ouvrier, vous avez quand même d'autres mobilisations qui se développent. Les instituteurs, les fonctionnaires, les employés du secteur public découvrent aussi la force de l'action collective. La République, qui s'appuie sur eux pour se consolider, doit désormais composer avec leurs revendications. Les manifestations pour la laïcité, contre le cléricalisme, prennent à ce moment-là une ampleur considérable. La rue n'est plus seulement l'affaire des ouvriers, ça y est, ça déborde, si vous voulez, elle devient un espace de débat national où s'affrontent visions du monde et projets de société. Et puis vient la Grande Guerre, 14-18. Au départ, la mobilisation nationale semble faire taire, évidemment, les conflits sociaux. C'est l'union sacrée qui unit les forces politiques, vous savez, derrière l'effort de guerre. Mais bon, très vite, la réalité des tranchées, la durée du conflit, la misère des familles restées à l'arrière vont réveiller les colères. Dans les usines d'armement, vous avez des grèves qui éclatent, menées souvent par des femmes. À l'armée, vous avez des mutineries qui surgissent, en 1917, notamment après l'hécatombe du chemin des dames. Vous avez des soldats qui refusent de monter à l'assaut, j'en ai déjà parlé. Ils ne veulent plus mourir pour rien. La répression est sévère, mais le message est clair. Même en temps de guerre, le peuple trouve des formes de résistance. À la fin du conflit, inutile de dire que la France est épuisée, mais elle est transformée. C'est plus du tout le même monde. Le monde ouvrier sort à ce moment-là renforcé. Il a montré son poids justement économique et social. Parce que évidemment, c'est les industries, c'est les usines qui fabriquent l'armement. Donc évidemment, c'est eux qui ont fait tourner la guerre. Les syndicats se développent. En 1920, la CGT compte près de 2 millions de membres. Mais les divisions quand même apparaissent. La révolution russe en 1917 est en train d'inspirer pas mal de monde. Elle fascine, mais elle divise aussi. Une partie des militants veut suivre l'exemple bolchevique, d'autres restent attachés au syndicalisme réformiste. De cette fracture va naître en 1920 la CGTU, la Confédération Générale du Travail Unitaire, proche des communistes. Et vous avez donc désormais 2 grandes centrales ouvrières qui coexistent, parfois rivales, et parfois complémentaires. Et les années 1920 voient aussi naître de grandes mobilisations paysannes, notamment contre la chute des prix agricoles. Dans les campagnes, les coopératives et les syndicats se développent. Les petits exploitants veulent peser, eux aussi, eux qui se sentent souvent oubliés par une république trop citadine, trop bourgeoise à leurs yeux, trop lointaine. En ville, les grèves restent nombreuses, les cheminots en particulier mènent des luttes spectaculaires comme toujours. Les manifestations rassemblent des dizaines de milliers de personnes occupant les places, les boulevards, parfois pendant des jours. La rue devient finalement un espace familier de la vie démocratique, un lieu où l'on attend désormais que les citoyens expriment leur désaccord.
À la fin des années 1920, un constat s'impose. Les mouvements sociaux ne sont plus de simples éruptions passagères. Ils sont devenus une composante permanente de la vie nationale. La République s'est nationalisée grâce à eux. Elle a appris à négocier, à réprimer aussi parfois, à intégrer souvent. Mais du coup, elle ne peut plus les ignorer. La rue est devenue une institution maintenant, une institution invisible, un parlement parallèle si vous préférez, où s'expriment les colères, les espoirs et les rêves. Au début des années 1930, la France est plongée dans la crise. La crise économique venue d'Amérique en 1929, j'en ai déjà parlé, frappe durement l'Europe. Bon, ça, tout le monde la connaît. Le chômage s'installe, la misère s'étend. Dans les villes, vous avez des files d'attente qui se forment devant les soupes populaires. Je ne sais pas si vous avez vu des images sur Internet ou dans des livres. C'est très éprouvant, parfois vraiment terrifiant. Dans les campagnes, les prix agricoles s'effondrent, ruinant des milliers de petits exploitants. La République, fragilisée, est en train de vaciller, on peut le dire, je crois, sous les coups divers et variés conjugués de la crise sociale, de la montée des extrémismes. Parce que vous avez à ce moment-là l'extrême droite fascisante, inspirée de Mussolini et d'Hitler, qui organise des ligues, qui multiplient des défilés souvent violents. Le 6 février 1934, une manifestation anti-parlementaire. J'ai dit une manifestation, on devrait dire la manifestation anti-parlementaire tourne à l'émeute, tout simplement, devant la Chambre des députés. Vous avez des morts, vous avez des blessés, et la peur d'un basculement, à ce moment-là, autoritaire. Et en réaction, eh bien, la gauche s'unit. Vous savez, c'est toujours ça. On s'unit face à la réaction. Les socialistes, les communistes, les radicaux vont former ce qu'on appelle le Front populaire à ce moment-là. Et aux élections de 1936, ils remportent la fameuse victoire de 1936. Léon Blum devient président du Conseil. Dans les usines, alors là, faut imaginer, c'est l'explosion de joie. Ça y est, c'est le grand soir, etc. Des grèves massives éclatent. Alors cette fois, non pas pour protester, mais pour accompagner la victoire politique. Vous voyez, ça change. Des millions d'ouvriers cessent le travail, occupent les ateliers, mais tout ça dans une ambiance festive, fraternelle, et les slogans fleurissent, on danse, on chante. Ces grèves d'occupation marquent, si vous voulez, une rupture cette fois. Le mouvement ouvrier ne s'affronte plus seulement à l'État ou au patronat, maintenant il négocie et surtout, il obtient. Et il obtient beaucoup. Les accords de Matignon de juin 1936 consacrent justement des avancées historiques, conventions collectives, délégués du personnel, liberté syndicale, hausse des salaires. Surtout, 2 réformes marquent durablement les esprits, les congés payés, ça vous le savez, et la semaine de 40 heures dont on parle encore aujourd'hui. Pour la première fois, des millions, je dis bien des millions de Français vont partir en vacances, vont découvrir la mer, la montagne, le train des congés. L'idée même d'un droit au loisir entre dans la culture nationale. Vous avez des tonnes et des tonnes d'écrits là-dessus. Il suffit de lire des Zola, etc. C'est extraordinaire de lire, je dis bien de lire l'explosion de joie et les découvertes, etc. On découvre le mot vacances. Ça, c'est assez incroyable. Nous qui aujourd'hui avons nos 6 semaines et demie de congé, ça nous fait drôle. Le Front populaire, en fait, ne dure que 2 ans, miné par les divisions et la guerre d'Espagne. Mais son héritage est incroyable, il est immense. Il incarne la première grande victoire du mouvement ouvrier et montre que la rue, quand elle s'unit au Parlement, peut tout simplement transformer la vie. Et puis, vient la guerre. 1939, Hitler envahit la Pologne, la France déclare la guerre. 1940, c'est la débâcle, la défaite en quelques semaines, l'armée allemande entre dans Paris, Pétain signe l'armistice, la République s'effondre, remplacée par l'État français de Vichy. Cette parenthèse, toute l'énergie accumulée, encore une fois, c'est une parenthèse, ce n'est pas la Troisième République, toute l'énergie accumulée par les mouvements sociaux semble à ce moment-là anéantie, on imagine. La répression, là, est implacable, les syndicats sont totalement dissous, les militants traqués, emprisonnés, exécutés. Sans oublier que les militants communistes sont du côté d'Hitler à ce moment-là, dans les 2 premières années, donc il ne faut pas oublier ça non plus. Et pourtant, dans l'ombre, une autre forme de mouvement est en train de naître, vous le connaissez, c'est la résistance. Alors au départ, des gestes isolés, distribuer des tracts, cacher un juif, saboter une voie ferrée,
Et puis, les réseaux se structurent. Et tout ça se fait beaucoup plus vite que les syndicats ont pu le faire depuis 1830. Vous l'imaginez bien. Les journaux clandestins circulent, les maquis s'organisent. La résistance, avec un grand R, c'est tout simplement un mouvement social armé, politique et national. Elle réunit ouvriers, étudiants, paysans, intellectuels, croyants ou non croyants, ou carrément athées. Elle incarne la lutte pour la liberté, mais aussi pour une autre société. Pas oublier ça, débarrasser des injustices, ça on l'oublie totalement habituellement. À mesure que la guerre avance, la résistance se rapproche du mouvement ouvrier. Les communistes, longtemps divisés, le pacte germano-soviétique a éclaté entre-temps, jouent un rôle majeur dans les maquis et les grèves clandestines. En 1943, vous avez la création du Conseil national de la résistance, le CNR, qui unit normalement toutes les forces, les gaullistes, les communistes, les socialistes, les chrétiens démocrates, et ensemble, ils préparent non seulement la libération du pays, mais aussi sa refondation. En août 1944, Paris se soulève, les barricades réapparaissent, mais cette fois contre l'occupant nazi, donc elles ont un sens encore plus important. Les ouvriers de la RATP, de Renault, des chemins de fer se mettent en grève, paralysent la ville, facilitent l'insurrection. Lorsque la capitale est libérée, le peuple a le sentiment d'avoir pris sa revanche, d'avoir retrouvé sa dignité. On retrouve ça dans le phénoménal discours du général de Gaulle, Paris libéré, libéré par lui-même, etc. etc. Bon, vous connaissez Paris outragé, Paris... bref. On a beaucoup aussi, ça je fais une parenthèse, mais on a beaucoup aussi glosé, alors d'abord les 70 000 fusillés, bon, communistes, mais aussi sur l'importance extraordinaire de la résistance, du train, etc. Faut pas non plus en faire trop, en faire des caisses. Vous le savez, j'en ai déjà parlé avec des historiens au micro. Il n'y a pas eu autant d'actes de résistance que ça de la SNCF. Il y en a eu beaucoup, mais pas. Faut pas croire que c'était toute la SNCF. Voilà. Ça, peut-être que ça sera l'objet d'une émission. D'ailleurs, ça peut être intéressant. La libération, avec un grand L, ne marque pas seulement la fin de l'occupation. En fait, elle ouvre pour nous, pour notre sujet, un nouveau chapitre des mouvements sociaux. Parce que le programme du CNR, adopté dans la clandestinité, prévoit de vastes réformes sociales. Encore une fois, c'est ce qu'on oublie toujours. On voit toujours le côté libération. C'est phénoménal, on s'est libéré des Allemands, tu parles, pas tout seul, mais quand même. Mais on oublie tout l'autre aspect des réformes sociales, c'est-à-dire la sécurité sociale, les nationalisations, les retraites, les droits syndicaux renforcés. L'héritage, en fait, de la résistance devient la base de l'État social français de la 4e République. Il faut quand même imaginer ça. Et du coup, entre 1930 et 1945, les mouvements sociaux ont changé de dimension. Ils se sont pas seulement battus pour un salaire ou une réforme, ils ont contribué donc à sauver, c'est vrai, la République, à vaincre le fascisme, à imaginer une société nouvelle. La rue, l'usine, le maquis se sont confondus pour devenir le cœur battant, tout simplement, de la nation avec un grand N. Donc vous l'avez compris, la libération de 1945, c'est pas seulement une victoire militaire et politique, c'est aussi l'acte fondateur d'un nouveau contrat social. Dans les ruines de la guerre, la France va se doter d'institutions inédites, largement inspirées par le programme du CNR. La sécurité sociale est créée en 1945, offrant une protection universelle contre la maladie, les accidents, la vieillesse. Au passage, elle a été quand même un peu calquée sur des listes, mais j'y reviendrai. Des listes un peu pétainistes, on va dire. Des entreprises stratégiques, mines, énergie, transport, banques sont nationalisées. Les comités d'entreprise donnent aux salariés une voix nouvelle dans la vie des usines. C'est un basculement. Pour la première fois, les acquis arrachés par les luttes, les sacrifices et la résistance deviennent la colonne vertébrale de la République. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.